Bonjour et bienvenue à vous, c'est La Voix est libre, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, le rendez-vous mensuel et politique de France 3 consacré à la nouvelle région. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Notre invité du jour, Florian Philippot. Bonjour monsieur. Bonjour. Florian Philippot, vous êtes conseiller régional, président du groupe Front National. Première formation d'opposition dans cette nouvelle assemblée. Vous avez donc 46 élus sur les 169 que compte ce conseil régional. Je rappelle que vous êtes également député européen et vice-président du Front National. Au sommaire de cette émission, votre regard sur les premiers pas de la nouvelle région, 3 mois après sa création. Les priorités budgétaires ont été débattues hier, on va y revenir. On va revenir aussi au nom de la nouvelle région, il sera dévoilé lundi, même si on a quelques pistes. Et puis on va parler ruralité avec vous, alors qu'une première annonce a été faite dans ce sens. Une première mesure d'aide aux petites communes qui a été annoncée, on va donc en parler. Et bien sûr, n'hésitez pas à réagir en direct sur Twitter, #LVEL-ACAL. Florian Philippot, on commence par l'aspect politique stratégique au sein de cette Assemblée. Ça fait maintenant 3 mois que vous siégez à Strasbourg pour l'instant. En quelques mots, comment est-ce que vous qualifiez votre action depuis le mois de janvier ? Écoutez, je pense que vous l'avez dit, effectivement, nous sommes la première force d'opposition. 46 élus pour le groupe Les Patriotes Front National. 19 pour les socialistes. Voilà, nous sommes là très clairement d'abord pour être une force de proposition. Et en quelques séances plénières, nous avons réussi à tenir ce pari, que ce soit sur le droit local et le régime social menacé, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière d'accessibilité des séances, par exemple aux personnes handicapées, aux personnes malentendantes. Bref, on essaie d'être une force de proposition extrêmement concrète et en même temps de faire respecter les grands engagements qu'on a pris tous pendant la campagne et qui sont la marque de fabrique, si vous voulez, de ce groupe. Alors, vous parlez de marque de fabrique. Justement, il y a aussi eu des coups d'éclat, une manière de se montrer un peu particulière. Je repense au 4 janvier, cette fameuse séance où vous avez tous remis ces téléphones qui avaient été confiés aux élus. On peut peut-être voir cette image qui était quand même très télégénique, on peut le dire. Hier, vous avez en assemblée rappelé qu'elle a eu plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est une manière de maîtriser aussi un peu l'art de l'image, du happening. Alors c'est filmé parce que les séances sont filmées. Moi, j'invite tout le monde à regarder en direct les séances sur le site du Conseil régional. Vous savez très bien que c'est une image qui va marquer. Mais c'est surtout une image, c'est plus qu'une image, c'est du fond. On parle là, on parle là quand même de centaines de milliers d'euros de dépenses publiques. C'est-à-dire que nous sommes la seule région pour laquelle, quand le 4 janvier, effectivement, on prend notre petit kit d'élus, petite valise d'élus, on découvre qu'il y a un iPhone 6 dernier cri qui coûte des centaines d'euros, plus l'abonnement pendant tout le mandat. Il n'y a pas eu de téléphone de ce type dans les autres régions ? Non, il n'y a pas de téléphone de ce type dans aucune autre région. Il a été vérifié. Il y a des tablettes partout pour des raisons écologiques, ok, des téléphones non nulle part ailleurs. Donc nous, nos 46 élus, on les a rendus tout de suite, immédiatement. Et ça représente une économie absolument substantielle. Ce qui est dramatique, c'est de voir les élus de l'UMP, de la majorité et du Parti socialiste, qui sont ensemble systématiquement, garder ces téléphones. Alors qu'objectivement, qui les ont rendus, c'est pas vrai, ils les ont pas tous gardés puisqu'ils avaient pour certains nombres déjà un téléphone. Non, personne ne les a rendus. Personne. J'ai pas les mêmes informations. Oui, mais personne. Alors il faut le faire savoir parce que ils nous ont insultés quand on les a rendus. Moi, je suis désolé. Quand on prend des engagements pendant la campagne en disant qu'on va faire des économies, que 1 euro c'est 1 euro et qu'a fortiori des centaines de milliers d'euros, ce sont des centaines de milliers d'euros. Tiens, ces engagements. Des dizaines de milliers, parce que c'est 190 000 euros, tout compris, tablettes et iPhone, en coût pour la région. Oui, d'accord, mais vous avez les abonnements chaque année, ça dure sur le mandat. Et franchement, est-ce que c'est un bon signal au moment où il y a des petites retraites très dur pour les pensionnés. Il y a les petits salaires, les chômeurs. Est-ce que c'est un bon signal que cette gabegie? Je ne crois pas du tout. Peut-être pas refaire. Donc on met en cohérence nos actes avec nos propos, c'est tout. Pour revenir justement sur votre place dans cet hémicycle, vous êtes le principal opposant donc à l'équipe dirigeante. Est-ce que c'est pas finalement la place la plus enviable, la plus facile à tenir d'une certaine manière? Quand on n'est pas aux manettes, on peut pas vous reprocher ce que vous n'avez pas fait. De fait, ça vous convient comme rôle? Ça nous convient. Enfin, c'est le choix démocratique. Nous avons 800 000 voix. Il se trouve qu'on est, je dirais même, la seule opposition. Parce que le PS, c'est une opposition plante verte. Une opposition qui, en commission permanente, a voté 99,9% des motions de la majorité. Donc vous estimez que l'opposition, c'est vous de faire opposition. C'est une opposition plante verte. C'est-à-dire qu'elle ne propose rien, elle ne dit rien, elle ne propose strictement rien qui n'aille pas dans le sens de ce que veut la présidence de région, c'est M. Richert. Donc on voit qu'on est vraiment... Mais ce qui est d'ailleurs logique, parce qu'une grande partie de cette liste a appelé à voter UMP, il faut s'en souvenir, au régional. Donc c'est vraiment l'UMPS en toute sa splendeur. Nous, on est là, on essaie de faire des choses extrêmement concrètes, de faire des économies à la région. On parlait des iPhones, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, les membres du CESER, le Conseil économique et social environnemental régional.
Nous avons proposé une économie de 18 millions d'euros sur le mandat en réduisant considérablement leurs indemnités. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas élus. 18 millions, ça veut dire plus d'indemnités du tout, parce que c'est 3 millions par an. 5% de ce qui est possible. C'est prévu par la loi, c'est possible par la loi. Ils ont décidé de le maintenir au maximum légal. Mais eux, les représentants du Césaire, ce ne sont pas les élus du Conseil régional. Oui, mais les élus, c'est eux qui votent. Et hier, nous sommes les seuls à avoir décidé de ne pas voter ce maximum légal, parce que nous estimons que ces 18 millions d'euros, on aurait pu et on devrait les mettre ailleurs, sur les transports publics, par exemple. Elles sont à 1 000 € bruts, les indemnités d'un conseiller du Césaire, et elles ont baissé par rapport au passé. C'est pas non plus une somme énorme, mais on va Alors, pas trop il y a rester 250 conseillers Césaire, il y a 36 vice-présidents. Parfois, certains vont avoir des indemnités alors qu'ils se réunissent 4 fois par an. 1 000 € Supérieur pour certains. Le nombre, c'est largement supérieur à des SMIC. smicards. Non, franchement, au bout d'un moment, faut quand même, plus les frais de bouche, les frais de transport, il faut quand même, au bout d'un moment, avoir la décence et l'exemplarité nécessaire. 18 millions d'euros sur un mandat, c'est pas rien. Florian Philippot, vous avez fait le choix de ne pas siéger à la commission permanente, le cœur de l'Assemblée qui prend les décisions les plus importantes. On vous a vu aussi en janvier quitter la plénière avant qu'elle se termine. Que dites-vous à ceux qui interprètent ça, qui peuvent interpréter ça comme un manque d'intérêt pour la région, pour ce qu'elle est ? Non, j'ai un grand intérêt. Si j'avais pas d'intérêt, d'ailleurs, je ne serais même pas candidat, je ne serais pas élu, j'aurais démissionné comme d'autres, ou je ne serais pas président du groupe. Le cœur politique, c'est la plénière. Le cœur politique, on l'a vu encore hier. On vous a vu partir avant. La permanence, si vous voulez, nous avons une quinzaine d'élus, c'est-à-dire un élu sur 3 dans notre groupe qui peut l'être. C'est bien aussi de mettre en avant. Moi, j'ai essayé de mettre en avant. Oui, mais j'ai essayé de mettre en avant des jeunes. J'ai essayé de mettre en avant des nouveaux élus. J'ai essayé de mettre en avant aussi des gens méritants. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ne voit pas toujours les mêmes. Moi, les gens me connaissent. C'est bien. Je suis là comme figure de proue et comme président du groupe pendant les plénières. C'est bien aussi que de nouveaux élus. Avant la fin, voilà. On a chacun nos obligations. Si vous pointez le nombre de personnes qui quittent les séances ou avant la fin, vous verrez que je suis loin d'être le seul. Vous avez parlé justement de cette équipe. Effectivement, c'est une équipe qui est plutôt jeune, avec un certain nombre d'élus qui arrivent dans le métier, entre guillemets, qui sont inexpérimentés. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes-là? Est-ce que c'est un creuset aussi pour vous, pour de futurs cadres du parti, pour des candidats éventuellement aux législatives? C'est une manière de les sentir, de les tester? Je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de jeunes. Ils sont d'ailleurs absolument talentueux, sont des forces de proposition et de dynamisme. Voilà, moi je pense qu'on est dans l'ère du renouvellement et ça ne doit pas être un mot encore une fois. Moi j'entends beaucoup parler de renouvellement, renouveau pendant les campagnes et puis on voit toujours les mêmes au final qui sont élus, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, c'est insupportable. Là il y a de jeunes élus qui sont militants, qui font des études brillantes à côté, qui travaillent énormément. Tant mieux. Je crois que j'ai 5 ou 6 élus même qui sont de la génération 1992, vous voyez. Des futurs candidats pour des législatives, par exemple. Futurs candidats pour des législatives, par exemple. Parce qu'ils s'impliquent dans leur commune aussi, dans leur circonscription. Certains voudront être candidats, d'autres pas, c'est leur choix. Mais c'est vrai que c'est bien cet engagement de la jeunesse. Un mot, Florian Philippot. Philippe Richert a annoncé hier qu'il n'y aura pas de conseillers régionaux FN au sein des conseils d'administration des lycées. Un mot de réaction. C'est inadmissible. C'est un mépris total. C'est le cas dans d'autres régions, sauf en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est le cas dans les autres régions de France. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a des élus Front, alors que c'est une région dirigée par les socialistes. Donc M. Richert est plus sectaire que les sectaires. Surtout, il est plus antidémocrate que les antidémocrates. C'est pas M. Richert d'être arbitre des élégances. C'est pas à lui de dire vous avez le droit vous d'y aller. Non, c'est au peuple. Comment vous l'expliquez? Mais c'est parce que c'est le sectarisme de M. Richert. Voilà, tout simplement. Alors, il préfère garder tout pour lui. Le Parti socialiste ne se bat pas pour avoir des postes, c'est leur problème. Je veux dire, résultat, évidemment, les 800 000 électeurs du Front National, mais aussi les électeurs socialistes d'ailleurs, ne sont pas respectés, alors que la démocratie s'applique à tout le monde. Et deuxièmement, ça surcharge le nombre de représentations pour les autres élus UMP, parce ils sont tout aussi nombreux pour plus de postes. Par exemple, une élue UMP, Madame Mérabé, Lila Mérabé, vice-présidente déjà de la région, va accumuler 69 représentations dans les organismes extérieurs. Excusez-moi, mais elle sera évidemment très souvent absente. Elle ne pourra pas respecter ses obligations. Et donc, là, les organismes, les lycées se plaindront de dire les élus régionaux, ils ne viennent pas. Je trouve que c'est une mauvaise image qu'on donne et c'est pas respectueux de la démocratie. Un mot sur le ton adopté aujourd'hui au Conseil régional. Hier, il y aurait eu les mots de Jean Rotner, vice-président, qui aurait qualifié de stupides les propos d'une conseillère FN. Il y a un mois, Bruno Subtil aurait, lui, qualifié la vice-présidente Valérie Debord de mère maquerelle.
le ton doit-il changer au sein du Conseil régional? Alors, parce que, très sincèrement, en tant qu'observateur, quand on voit, on sent une vraie tension et on s'est dit que ça pourrait changer, oui. Oui, alors en permanente, reprenez le PV, procès verbal, et vous verrez que Maire Macrel s'adressait non pas du tout à une personne, s'adressait à l'UMP qui donnait des leçons de morale. Peu importe, on sent que c'est très non, c'est pas tendu. peu importe, C'est parce très que tendu. moi, je ne tolère pas les attaques ad hominem. Et je le dis très clairement, s'il y avait un de mes élus qui faisait des attaques ad hominem, je ne le tolérerais pas. Mais ce n'est absolument pas le cas. C'était la politique d'un parti. En revanche, hier, effectivement, M. Rotner, et là, on peut réécouter la vidéo, quand il parle, c'est même plus que stupide, il parle de la stupidité intellectuelle d'une proposition de notre élu Dominique Il parle de Bilde. propos stupides, pas d'une personne stupide. Non, il parle de C'est ça frise la stupidité intellectuelle. Excusez-moi, mais ça prouve d'abord qu'il est en grand désarroi, lui, intellectuel, parce qu'il manque manifestement d'arguments pour répondre sur le fond, parce qu'elle parlait de sujets extrêmement concrets, elle parlait de l'innovation, de l'industrie et de l'emploi. Je trouve que ça ne doit pas être balayé d'un revers de main. Et ensuite, on n'emploie pas ce genre de termes. Et je suis choqué que M. Richard n'ait pas respecté l'article 10 du règlement intérieur. Il aurait dû, comme président de séance, rappeler à l'ordre immédiatement M. Rotner. Immédiatement. Il a pris la parole pour dire qu'il fallait changer de ton de part et d'autre. Oui, il aurait dû rappeler à l'ordre et il ne le respecte pas parce que Florian Philippot, parlons du fond. parce qu'il a du mal à respecter cette fonction d'arbitre et non pas de partisan Florian Philippot, de président de séance. Le fond, avec les orientations budgétaires évoquées justement hier, elles ont été débattues donc à Strasbourg, vous y étiez. La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine est dotée d'un budget de 2,5 milliards d'euros par an, 800 millions d'investissements. On le voit, ce budget à grands traits, on va le voir, 600 millions d'euros pour les transports, les TER, 500 millions d'euros pour la formation et l'apprentissage, 350 pour les lycées et puis 600 millions d'euros pour le fonctionnement, les salaires, la dette. Le reste est consacré à la culture, au sport, au développement durable, aux aides aux entreprises. Florian Philippot, quel est votre regard sur ces orientations budgétaires? En quelques mots, s'il vous plaît. Il a additionné les trois budgets des régions et il a mis des jolis mots très creux et rien. Et aucune ambition. D'ailleurs, un manque de clarté. Par exemple, aussi, ce qui est assez clair, c'est que les chevaux fiscaux vont augmenter dans deux régions. Oui, en Alsace, on va en parler, en Champagne-Ardenne. Moi, je pense qu'on aurait pu faire une convergence vers le bas. En Lorraine, parce qu'il y a une harmonisation. Mais on aurait pu baisser en Lorraine et faire une convergence générale vers le bas. Et je pense que c'est indispensable à un moment où les Français souffrent d'un problème de pouvoir d'achat et de fiscalité déjà absolument trop lourde. Et pour le reste, si vous voulez, moi, je vois rien de très concret sur la ruralité, même rien du tout. On en reparlera aussi. Sur les transports publics, ça manque d'ambition. Sur le haut débit, allez, au lieu de saupoudrer, prenons une grande initiative par an, ce sera déjà très très bien. Par exemple, l'année 2016 aurait pu être consacrée au haut débit partout. Il y a 160 millions d'euros investis pour le haut débit. Très haut débit partout. 160 millions d'euros, c'est pas mal, c'est oui, ce qui a été annoncé. On saupoudre des programmes, on saupoudre. On dit qu'il y a des priorités partout. Quand il y a des priorités partout, il y en a nulle part. Par secteur, il fallait dire tel département en 2016 et moi, l'autre en 2017. Non, je pense partout, mais il faut une vision, si vous voulez, à long terme, en disant sur le mandat. Sur les 6 ans, nous allons avoir chaque année une priorité, une vraie, et on mettra le paquet absolu sur cette priorité. Comme ça, on aura rempli 6 grands objectifs en 6 ans dans chaque domaine. Là, on préfère saupoudrer, je ne sais pas pourquoi, peut-être par électoralisme ou par affichage, pour faire de la communication, mais le résultat, c'est inefficace. On va revenir sur un certain nombre d'engagements de la majorité actuelle, des points précis qui concernent nos téléspectateurs. Alors par exemple, cette gare de Vendières, cette fameuse gare d'interconnexion TGV en Lorraine, projet qui avait été abandonné par l'équipe précédente, va être réexaminé par la nouvelle équipe. Bonne, mauvaise idée? Mauvaise idée pour une raison simple. Ça a été abandonné parce qu'il y a eu un référendum le régional et que les Lorrains ont dit non. Qui a été très peu suivi, me semble-t-il. Peut-être que le projet peut être aménagé et valide. C'est quand même utile qu'il y ait un train. Je sais qu'en France, on a du mal avec les consultations populaires. Le dernier référendum national, c'était sur la Constitution européenne. Les gens avaient dit non, les Français avaient dit non en 2005. On a annulé ce référendum. Là, il veut faire la même chose au niveau régional. Non, je suis désolé. Les gens qui ont participé, il y a eu une campagne, ils étaient au courant. Donc pour vous, Vendières, ils ont dit non. On arrête, on reprend pas. Oui, non seulement on arrête. Et puis je pense que, si vous voulez, il faut. On est quand même on est en restriction budgétaire. Il faut maintenant flécher. Il y a des choses à faire sur l'A31 bis, sur les transports en commun, massivement pour désengorger vers le Luxembourg. Il y a des choses à faire. Pas de gare à Vendières. Non, on peut penser à Louvigny. On peut faire plein de choses. Il y a le grand contournement ouest à Strasbourg. Il y a plein de choses à imaginer. Mais quand le peuple a tranché, le peuple doit être respecté. Je reste sur la SNCF qui a annoncé le mois dernier la disparition sur la région de 30 TER en particulier entre mai jusqu'à juin, notamment en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Philippe Richert a envoyé un courrier assez musclé et a demandé à la SNCF des dédommagements financiers. Comment faire quand on est président, si un jour vous souhaitez le devenir, pour que la SNCF tienne ses engagements? Parce que je rappelle que c'est la région qui finance les TER. Oui, mais il faut engager en permanence le bras de fer avec la SNCF.
faut discuter aussi, il faut négocier. Ah bien sûr, mais une négociation, ça consiste pas à venir un peu à plat ventre, ou en disant de toute façon... Ça n'était pas vraiment à plat ventre. Bah, excusez-moi, monsieur Richard, la SNCF est arrivée, a dit moi ça j'ai sera pris comme pendant ça. ma campagne des engagements extrêmement clairs sur le train. J'avais des objectifs précis sur les dessertes, la non-fermeture des dessertes. La SNCF Monsieur Richard n'en parlait pas. Qu'est-ce que vous faites? La SNCF enlève 30 trains pendant 3 mois, vous faites quoi? On va s'y opposer, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Aujourd'hui, je ne suis pas aux manettes. Non, pas comme moi. Non, Monsieur Richard, je veux dire, il a un problème de base, de fond. C'est qu'il n'a pas l'envergure nécessaire. Monsieur Richard, quand il arrive à Paris, je suis désolé, je pense que pas grand monde ne sait exactement qui il est, ce qu'il défend, quelle position est là. Je pense que ça aurait été le cas, ça aurait été dit absolument différemment. Le directeur de la SNCF vous aurait écouté davantage que Philippe Richard? Oui, parce que moi déjà j'ai fixé des objectifs pendant ma campagne électorale. Et ça aurait changé quelque chose? Ce qui n'a pas été le cas de Monsieur Richard. Parce que, notamment, quand je dis à la SNCF qu'elle doit tenir ses engagements, je le dis de manière extrêmement concrète et je suis cohérent parce que, en même temps, j'aide le secteur ferroviaire français au niveau européen. Parce que ce que ne vous disent pas les élus UMPS, c'est que dans le même temps, ils assassinent, ils donnent un coup de poignard dans le dos au secteur ferroviaire français et à la SNCF en votant les directives de libéralisation européenne du rail. Moi, je ne les vote pas. L'export également, hein. Non, la SNCF aujourd'hui, et s'il y a eu des grèves, on sait pourquoi, va être attaquée par ces directives de libéralisation du rail. Moi, je suis cohérent de A à Z, et quand on est cohérent, on est beaucoup plus crédible, on est beaucoup plus sérieux quand il s'agit de négocier. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on arriverait là, qu'on aurait tout de suite, bien sûr que non. Mais je pense que si on arrive à une négociation, qu'on n'a pas d'objectif chiffré précis, qu'on n'a pas d'engagement devant les électeurs, qu'on n'a pas la capacité, si nécessaire, de faire un référendum ou une consultation par Internet locale, et ça, je m'en serais pas privé de la faire, et si on n'est pas cohérent avec les votes européens, effectivement, on est faible en négociation. Par ailleurs, j'attire l'attention de votre attention et l'attention de nos téléspectateurs. Nous avons envoyé des questions écrites, nos élus, à M. Richard sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des gares. On n'a toujours pas eu de réponse. On prend beaucoup de retard. Oui. Ce sont des sujets importants. Autre sujet en ce moment, la région en accord avec l'État va se substituer à Pôle emploi pour piloter en direct la formation pour les adultes. 75 millions d'euros à la clé. C'est cohérent que la région forme des gens en proximité sur des emplois adaptés localement? Dit comme ça, si effectivement c'était une formation réelle, très bien. Mais en réalité, d'abord, je pense qu'une politique de l'emploi doit être nationale. Sinon, elle manque de cohérence et elle manque de vision. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'en tout secteur, la région veuille remplacer, veuille jouer au grand-duc, au grand seigneur. La formation, ça marche pas bien. Veuille remplacer l'État. Oui, mais il n'est pas... Monsieur Bertrand s'y est engagé déjà dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, dans le Nord-Picardie, comme Monsieur Richert. Le résultat, franchement, c'est zéro. Monsieur Bertrand, à part s'être augmenté son salaire de 4 000 euros, il n'y a aucun emploi qui a été créé. Et on fera un bilan dans oui, mais c'est la même chose ici. C'est la même chose. Alors, moi, je veux dire... D'abord, ensuite, ce plan de formation, c'est le plan Hollande. Il s'agit de baisser statistiquement de 500 000 le nombre de chômeurs pour que M. Hollande puisse aller devant les Français l'an prochain en disant « le chômage a baissé, donc je peux me représenter à l'élection présidentielle ». Ça n'est que cela, ça a été décrypté. Il faut créer de l'emploi. Et comment on crée de l'emploi ? D'abord, sur la formation, il faut miser sur l'apprentissage, ce qui manque dans les orientations budgétaires. L'apprentissage à fond, l'apprentissage partout. L'extension, par exemple, de 14 à 30 ans de l'âge possible pour l'apprentissage. Ça, ce serait une mesure concrète. L'accompagnement de nos entreprises. Et puis l'innovation réelle en favorisant le patriotisme économique. Mais là encore, le patriotisme économique ne fait pas partie des ambitions de la région. Florent Philippot, un mot, parce qu'on est vraiment en retard, sur le centre Pompidou, le centre Pompidou de Metz, bien sûr. La région porte à 4 millions d'euros son aide, qui passe donc à 1 million d'euros de plus par rapport à l'an passé. Bonne ou mauvaise décision? C'est bien d'aider le centre Pompidou. 1 million en plus pour le centre Pompidou, c'est pas... S'il y a des besoins qui sont justifiés, pourquoi pas. Voilà. Si vous voulez, moi, je n'ai jamais de position dogmatique sur ces sujets-là. Je suis très favorable à la culture, je suis très favorable à l'épanouissement de chacun. Si le projet en vaut la peine, oui. S'il y a d'autres priorités comme l'emploi, la santé, l'accès à la santé pour nos personnes âgées notamment, ou les transports publics, il faut prioriser le reste. Très bien, je rappelle que nous sommes en direct sur France 3 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag LVEL ACAL. On continue avec vous, Florian Philippot, avec une autre annonce qui a été faite cette semaine. Une étape du pacte pour la ruralité souhaitée par la nouvelle équipe en place. Il s'agit donc d'un plan de soutien à l'investissement des communes de moins de 2500 habitants. Ça concerne 90% des communes de notre région. On fait le point avec le sujet de Nicole Fachet.
Le pacte pour la ruralité, c'est la réponse de la nouvelle équipe régionale aux difficultés et aux inquiétudes des territoires ruraux. Nous mettrons en œuvre le pacte pour la ruralité, déclare Philippe Richert dans son introduction aux orientations budgétaires 2016, afin de lutter contre la déprise du monde rural. Il s'agit de rendre les territoires ruraux plus accessibles, d'y maintenir et d'y développer des activités économiques, cela afin que personne ne se sente oublié dans une région grande comme 2 fois la Belgique. Si la région compte de grands centres urbains, elle compte aussi près de 5200 communes, dont 93% comptent moins de 2500 habitants. Les dotations de l'État aux collectivités ayant fortement baissé, ces petites communes ont parfois du mal à réaliser les investissements nécessaires à leur bon fonctionnement. Destiné à les soutenir financièrement, le pacte pour la ruralité se décline en 4 axes majeurs. 1. Améliorer les réseaux numériques et les transports. 2. Développer les activités économiques. Favoriser la capacité d'action des territoires ruraux et travailler au plus près des territoires. Première phase de ce plan, 23 millions d'euros pour financer 1000 projets dans les petites villes et sur les territoires. L'objectif est de relancer le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que l'artisanat. Ce dispositif vient s'ajouter au plan de soutien à l'investissement public local que l'État a décidé de lancer sur tout le territoire national. Notre région recevra 75 millions d'euros pour soutenir les projets en milieu rural. Florent Philippot, votre campagne a largement été axée sur le monde rural en difficulté par endroits dans la région. Vous avez terminé en tête, je le rappelle, au second tour dans la Meuse et en Haute-Marne. Quel est votre point de vue sur cette première mesure du pacte de ruralité, aide financière aux petites communes? Bon, si vous voulez, en commission permanente, sur ces 23 millions d'euros, nos élus ont voté pour. Ils sont constructifs, ils estiment que c'est totalement insuffisant et parcellaire, mais ils prennent. Alors on prend, il vaut mieux ça que rien, donc on prend, donc on vote pour. On n'est pas, comme d'autres, à voter contre tout ce qui vient d'en face. Pour le reste, c'est quand même très très faible. 23 millions pour 1200 projets maximum, ça fait 19 000 euros par commune. Vous voyez bien qu'avec 19 000 euros, elles le savent elles-mêmes, on ne va pas aller très très loin. C'est un effet levier pour mais ensuite avoir d'autres aides, etc. C'est là que je vous dis, d'abord, manque de priorisation. Si on avait une priorité comme le haut débit, par exemple, ça irait mieux. Ensuite, c'est là que je rappelle mes 18 millions d'euros d'économies sur le Césaire. Mais ça n'est qu'un exemple. On parlait des téléphones. On parlait, par exemple, hier, nous avons proposé une motion sur les compensations fiscales avec le Luxembourg pour récupérer des recettes de la part du Luxembourg. Ça pourrait être affecté à ce genre de projet. Donc, vous voyez, on pourrait être beaucoup plus ambitieux et aider beaucoup mieux notre ruralité qui souffre. Et surtout, il y a un problème de cohérence. Parce que dans le même temps, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand dans le même temps on va voter contre les services publics à Bruxelles ou à Strasbourg au Parlement européen, et donc typiquement contre la ruralité, quand on ne se bat pas comme nous on le fait à Célestat par exemple pour l'accès aux soins et pour l'hôpital public, on n'est pas cohérent. Et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est on fait un coup de com', 23 millions, bon, c'est du saupoudrage, mais on manque de cohérence, on ne voit pas les choses globalement. C'est ça qui fait que ça n'avance pas. Le Parti socialiste a déposé un amendement en disant que plutôt que ce soit 20% pour toutes les communes, on fasse aussi un distinguo entre celles qui sont plus riches et celles qui sont moins riches. Est-ce que c'était une bonne idée, ça? Ça n'a pas été retenu, finalement. Habitants, il y avoir de l'argent, ça arrive. Il y a des communes riches, à moins de 2500 habitants. Oui, mais là, on finance, en l'occurrence, des projets. Oui, je pense qu'on n'est pas, le Parti socialiste est un peu à côté de la plaque parce que c'est pas vraiment on ne parle pas vraiment de commune par commune, on parle de projets. Donc on regarde les projets qui peuvent être. Il y a des communes qui ont les moyens de mener un projet, qui n'ont pas forcément besoin Moi, de je suis toucher favorable à ce qu'on aide plus ceux qui ont moins par principe et qu'on aide moins ceux qui ont plus. Ça, c'est le principe de justice fiscale qui est de moins en moins respecté d'ailleurs. Les classes moyennes en savent quelque chose, mais pour le reste, c'est d'abord aux communes de regarder les projets. Mais si vous voulez, une commune, allez, on va lui faire un chèque de 19 000 euros, ça n'ira pas très très loin, et pendant ce temps-là, on va lui supprimer sa desserte ferroviaire, on va lui supprimer... Moi j'étais allé à Novion-Porcien, vous savez, dans les Ardennes pendant la campagne électorale, on perdait la gendarmerie, on perdait un centre technique départemental, on perdait une classe dans une école, et ça c'est maintenant quotidien dans ces petits villages, dans ces communes, et pas forcément dans les petits villages, parce qu'une commune de moins de 2500 habitants, c'est déjà une commune qui peut avoir un certain dynamisme économique. Mais si elles ne sont pas aidées, globalement, de manière cohérente, ce sera du saupoudrage.
On termine cette émission, Florian Philippot, avec une question passionnée et passionnelle, sensible aussi, celle du nom. La consultation sur le site internet du Conseil régional s'est achevée cette nuit à minuit. À peu près 300 000 participants a priori. 4 propositions, je vous le rappelle, Acali, Nouvelle-Austrasie, Rhin-Champagne et Grand Est, qui a été rajouté par la suite par l'exécutif, car le comité de réflexion n'avait pas gardé cette proposition. Florian Philippot, avez-vous donné votre avis sur le site internet de la région? Non, alors non pas là, mais je l'ai donné depuis longtemps et j'avais ouvert un site, moi, depuis le mois de juillet jusqu'à la campagne, jusqu'en décembre, en 2 étapes, auprès des internautes, des habitants. Et le nom qui était sorti largement en tête, c'était celui qui est écrit sur l'écran à l'instant, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. C'était 30% et 25% pour Grand Est sur votre consultation. Voilà. Il y avait eu 6 000 votants sur votre consultation. Là, il y en a 300 000. Oui, mais là, on était en période, de campagne. Voilà, si on avait eu les mêmettes, la visibilité aurait été plus importante. Mais c'est vrai que c'était déjà significatif. Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, pourquoi? Parce que ce sont des noms historiques, ce sont des noms auxquels nous tenons, ce sont des régions qui existent, elles. Donc, cette consultation, on l'avait dit dès le départ, c'était une usine à gaz. Ça a coûté 36 000 euros, 36 000 euros aux finances publiques. Pour rien, puisqu'au dernier moment, M. Richert... Non, mais au dernier moment, M. Richert a ajouté comme ça, hors consultation, Grand Est. Donc, ce qui prouve que la consultation, les 36 000 euros, était jetée par la fenêtre. A priori, on ne peut pas dévoiler quelque chose qui n'est pas officiel, ça va dire, probablement Grand Est. Voilà, c'est ce qui se dit. Alors, que vous allez vous y faire, mais finalement, Grand Est, avec un sous-titre, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, est-ce que ce n'est pas un compromis acceptable? Donc, en fait, ce sera un nom à rallonge. Grand Est, c'est ce que vous proposez. Non, moi, je propose Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Et vous ne craignez pas qu'on tombe sur cet acronyme ACAL très vite? Mais écoutez, il y a PACA, par exemple, dans le Sud depuis longtemps, depuis le début de la région. Ça vous convient, ACAL? Mais est-ce que les gens disent je vais en vacances en PACA? Non, ils vont en Provence. Les gens le disent souvent, PACA. En Provence, ils vont sur la Côte d'Azur, ils vont dans les Alpes, ils vont dans les Alpes-Maritimes, ils vont dans ce qui existe, c'est-à-dire des régions, des départements, des territoires, des cultures qui existent. Est-ce que M. Richert, qui déjà n'a pas été capable de défendre et de faire survivre sa propre région, l'Alsace, déteste à ce point les régions qu'il veuille les faire disparaître du nom officiel de la région? Moi, je pose la question, parce que c'est quand même bizarre. ACAL, on garde. Alors, juste petite remarque plutôt amusante qu'autre chose. C'est toujours mieux que Nouvelle-Austrasie ou Acali. Le Front National communiqué hier sur votre participation à cette émission en annonçant que vous étiez sur France 3 ACAL. Nous, ça nous a fait sourire parce que France 3 ACAL n'existe pas. Donc parce qu'on aurait dû... Ça montre bien le risque. On aurait dû annoncer France 3 Alsace et France 3 Champagne-Ardenne et France 3 même vous Alsace. Donc c'est ACAL qui va l'emporter et c'est pas très joli, on est tous d'accord là-dessus. Mais ACAL, pour moi, ce sera jamais ACAL, on sera jamais des Acaliens. Sur votre on sera toujours en Alsace, en Champagne-Ardenne ou en Lorraine, et ça changera pas, ainsi qu'il y aura nos départements. Le vote se fera en assemblée le 29 avril. Quel sera vous comptez vous abstenir on va attendre d'abord le résultat lundi, et nous dirons ce que nous avons à dire. Et on reviendra sur ces 36 000 euros quand même aussi. Et cette bizarrerie de rajouter un nom hors procédure à la fin, ce qui prouve que lui-même ne croyait pas à sa procédure. Au-delà de ça, je veux dire, on aurait dû, là on est 169 conseillers régionaux, on aurait dû être 50, diviser par 3 au moins le nombre de conseillers régionaux, supprimer le Césaire, et en même temps faire des économies substantielles sur les indemnités, les frais de transport, les frais de bouche, etc. de tout ce petit beau monde. 50 élus pour une région, ça suffit largement. Ça aurait été une vraie mesure moderne. Merci à vous, Florian Philippot. Merci à vous, Géraldine. C'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous de La Voix est libre, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Eh bien, le mois prochain, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Masseret, coprésident du groupe socialiste au Conseil régional. Rendez-vous donc le 7 mai. Dans un instant, l'information en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Très bon week-end sur France 3.